Alors, on va s'arrêter sur une autre technologie, pour le coup, hein, la signature électronique, le parapheur. On va faire un grand tour d'horizon de cette technologie. Alors, je pense que tout le monde est là. Je vérifie. Alors, ben oui. Donc, Caroline Buscal est là, Adrien Torregrosa est là, Richard Lamy est là et Hervé, je l'ai vu, donc il ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Euh, voilà. Oui, Je bonjour. crois Bonjour, que je suis oui. là. Voilà. Bon, bah super. Alors, on va s'arrêter donc pendant une grosse heure et quart, enfin oui, une heure, une bonne heure et quart sur la signature électronique et le parapheur électronique, l'une des grandes technologies gagnantes du confinement, de la crise sanitaire. Donc, dans un premier temps, alors, je vous présente tous et puis après, vous pourrez peut-être vous présenter davantage votre activité. Donc, Caroline Buscal, qui est directrice de CERDA Conseil, qui nous fera un état des lieux, qui nous livrera quelques extraits du rapport gouvernance et qui fera un zoom tout particulier sur le parapheur. C'est ça, Caroline? Bonjour. Tout à fait. Bonjour, bonjour à tous. Euh, Ensuite, on partira sur l'usage de la signature électronique et du parapheur dans le secteur plutôt orienté dans le secteur public avec Adrien Torregrosa qui est responsable marketing de l'Expersona. Je ne me trompe pas, Adrien, bonjour. Tout à fait, bonjour. Ensuite, on s'arrêtera avec Richard Lamy qui est product manager chez DocaPost enfin, on prendra, disons, au départ comme base les 3 litiges qui sont liés le plus généralement à la signature électronique pour voir comment on arrive à vérifier l'identité, le contenu et puis à mettre de l'eurodatage dans tout ça. C'est bien ça, Richard? Exactement, bonjour à tous. Et puis Hervé Streff, qui est directeur stratégie digitale chez Xeliance. Et avec Hervé, on s'arrêtera sur la vérification de la signature et sa conservation. Bien ça, Effectivement. j'ai Ouais, bon. bonjour à tous. Oui. Bah alors si j'ai tout bon, allons-y. Caroline, est-ce que tu veux que je lance les slides que Oui, tu avais préparés? s'il te plaît. Alors, je m'en occupe. On va passer assez vite sur même la deuxième. La première, c'est le titre, d'intérêt. Alors, voilà, voilà, et je passe En en, diapo. en diaporama. Donc normalement, vous devriez avoir. Voilà, voilà. Donc, Ok. merci beaucoup hein, pour permettre effectivement d'introduire ce sujet qui est très très d'actualité, qui est le parapheur et la signature électronique. Donc, juste en 2 mots pour compléter, CERDA Conseil, qui appartient au groupe CERDA Archimax, c'est la branche assistance à maîtrise d'ouvrage, on va dire comme ça, et également conduite d'études préalables, d'études de cadrage et accompagnement à la mise en œuvre de projets autour de tout ce qui est le circuit de l'information et des documents au sein des organisations publiques ou privées. Et de fait, depuis ces dernières années, nous intervenons beaucoup sur les circuits d'instruction, de visa et de validation en interne des organisations. Et évidemment, à ce titre, on croise aussi beaucoup les parapheurs, les problématiques de parapheurs et de signature électronique au sein de ces mêmes organisations. Mais nous sommes également, comme ça a été dit, le producteur du rapport annuel sur la gouvernance de l'information numérique, des documents et des données. Et à cette occasion, nous avons pu mesurer largement les attentes autour de ce double outillage qui est celui du parapheur et de la signature électronique. Et c'est à ce titre, effectivement, que ce matin, je vais vous donner quelques éléments. On peut passer sur la slide suivante. Voilà, donc le rapport gouvernance, en fait, c'est le résultat d'une enquête que nous menons depuis maintenant 11 ans auprès de 200 organisations publiques-privées, plus de 1000 répondants, autour d'une quarantaine de questions qui nous permet encore une fois de mesurer la progression de la gouvernance de l'information dans le cadre de ces enjeux, de ces innovations, de ces évolutions, de ces attendus, de ces pratiques, de ces fonctions. Donc c'est un tour complet de la situation et chaque année, nous faisons un focus plus précisément sur un certain nombre de points qui nous paraissent croisés avec des besoins forts qui s'expriment dans les organisations. Cette année, effectivement, nous avons interrogé plus particulièrement sur ces sujets de circulation d'informations et de validation, et notamment autour de la signature et du parapheur. Juste pour
préciser que nos répondants sont des profils de managers à hauteur de plus de 43%, des profils de collaborateurs autour de 56%. L'idée étant d'avoir une représentation la plus complète possible des situations, et donc nous nous adressons à tous les métiers, des métiers juridiques, des métiers administratifs, des métiers financiers, des métiers RH, des métiers comptables et puis des métiers autour de la gestion de l'information, mais on a la volonté d'avoir un regard le plus complet possible. Ce qui est intéressant aussi de voir cette année, c'est la progression même de la mise en œuvre de programmes de gouvernance de l'information, puisqu'effectivement, à ce titre, on a mesuré qu'une organisation sur 5 est dotée ou se dote de programmes de gouvernance de l'information, soit sur des périmètres relativement définis, c'est-à-dire des métiers, des sites, des filières, des filiales, ou va vers une démarche beaucoup plus globale. Donc, quand on additionne effectivement des périmètres sur certains métiers qui sont à hauteur de quasiment 40% et ceux qui sont sur une dimension globale de la gouvernance de l'information, on est déjà à 60% d'organisations qui s'équipent, qui continuent à s'équiper, à mettre en œuvre des programmes de gouvernance, auxquels il faut rajouter effectivement ceux pour qui des projets sont en cours, sont prévus, et les années 2021 et cette année 2022 permettent de voir une certaine croissance assez forte sur de nouveaux programmes qui s'installent, que ce soit dans une collectivité, une administration ou une organisation privée, qu'elle soit industrielle, financière ou de société de services. Si on passe sur l'une de nos questions majeures qui porte évidemment sur les enjeux attendus de la gouvernance de l'information, il est intéressant de voir que pour un répondant sur deux, 50% de nos répondants, et ce depuis maintenant 2 années, ce qu'attendent les organisations d'un programme de gouvernance, c'est un niveau certain de sécurité de leurs informations, de leurs documents, de leurs data. Alors, je ne vais pas rejouer la keynote précédente qui était fort intéressant sur la cyberprévention, mais j'ai plutôt moi intervenir sur la partie orientée sur les risques documentaires. Pourquoi? Parce que derrière la notion de risque, il y a évidemment la perte de documents ou de données, qui n'est pas simplement une vue de l'esprit, hein, mais qui malheureusement s'avère réelle dans un certain nombre d'organisations. Donc on combat effectivement par des programmes structurants ce risque de perte de documents, mais également au-delà de ça, c'est aussi la crainte de documents insuffisamment, ou la formalisation, par exemple, de la délégation de signature est insuffisante, ou la signature choisie n'est pas adaptée. On part avec une signature simple, alors qu'au final, il lui fallut une signature de niveau qualifié parce que le document est un document engageant, ou inversement, on surqualifie toutes les signatures et on se met à signer avec des signatures qualifiées des documents qui n'ont pas ou très peu de portée d'engagement. On a également des problématiques de classement, de publication, de conservation, voire d'archivage. On va y revenir parce qu'effectivement, les 2 dernières années, l'archivage a été moins au cœur des préoccupations que d'autres sujets, comme notamment celui des modes collaboratifs et du partage de l'information. Donc le risque documentaire, qui est un risque encore une fois fort pour les organisations, qui est porté donc à 50% aujourd'hui, eh bien effectivement est attendu comme combattu avec ces programmes de gouvernance de l'information. Comme je le disais, effectivement, les 2 dernières années autour des conséquences de la crise sanitaire, on a mis beaucoup l'accent dans les organisations sur les problématiques de gestion de flux entrants, de mode collaboratif, donc de GEC, de GED, de chaînes de capture, d'outils de circulation, de workflow. Ça a été fortement là où on portait les investissements dans les organisations. Cette année, les réponses 2022 sont assez différentes et j'ai entouré effectivement en rouge ce graphique qui met en évidence que les investissements se sont déplacés vers des sujets qui évidemment complètent les problématiques que je viens d'évoquer précédemment de circulation et de mode collaboratif, mais du coup se déploient surtout sur des sujets d'archivage électronique notamment. Vous voyez qu'effectivement 51 voire 52% des projets engagés ou prévus de par nos répondants sont orientés sur des problématiques d'archivage électronique. Il ne faut pas oublier l'archivage papier qui continue à déployer des projets
en lien ou pas d'ailleurs avec des problématiques d'archivage électronique. On est bien dans l'univers de l'archivage hybride. Donc, vous avez encore 30%, 29% des organisations qui continuent à engager sur ces sujets-là des actions, des organisations et donc de l'investissement. Vous avez également notamment le coffre-fort numérique qui, lui, s'est accru, a continué lui sa croissance au cours des 2 années précédentes, mais renforce encore plus ses parts de marché cette année. Alors on y voit très clairement des cas comme autour des bulletins de paye qui ont largement fait l'objet au cours de ces dernières années d'équipements autour des coffres-forts numériques. Et puis vous avez également la part autour des équipements et des fonctions de signature électronique ou de parapheur, où on annonce sur 2022 plus de 43% d'engagement de la part de ces organisations. Alors parfois, ce sont des compléments par rapport à des schémas déjà en place, et d'autres fois, c'est véritablement un équipement qui vient s'inscrire dans la politique de gestion de l'information et le schéma directeur des organisations. Et vous voyez qu'effectivement, en bleu, vous avez ce qui est déjà équipé. Au final, il y a encore qu'un répondant sur 3, donc qu'une organisation sur 3 qui est équipée en signature. Donc il y a encore beaucoup de chemin qui est en train de se déployer au sein de nos organisations. Alors, la signature électronique, c'est, et Eric l'a dit tout à l'heure, c'est le grand gagnant, entre guillemets, de ces 2 dernières années autour des conséquences de la crise sanitaire et notamment des modes de travail que cela a engendré, avec du travail à distance, de la flexibilité et donc, de fait, une recherche accrue également de sécurité. C'est l'axe qui s'est le plus développé. Vous voyez qu'effectivement, sur 2022, il est monté jusqu'à 36% des organisations équipées et il a cru de quasiment presque 10 points, à 9 points exactement entre 2021 et 2022 et il avait aussi fortement connu une croissance dynamique entre 2017 et 2021 mais qui était plus progressive et ces 2 dernières années, effectivement, il a largement multiplié les équipements au sein des organisations. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que la signature électronique, ce n'est plus une fonction uniquement réservée, même si il y a encore aujourd'hui dans des organisations des priorités. On le voit avec le graphique que vous avez sur l'écran, les contrats fournisseurs, les marchés publics, puisque les obligations réglementaires les y portent, mais également les contrats clients sont encore le domaine aujourd'hui largement équipé en signature électronique. On voit le domaine de la RH, donc des ressources humaines également, qui a largement équipé ses directions de ressources humaines et ses équipes en signature électronique, notamment autour des contrats de travail, des avenants de contrats de travail, mais également un document qu'on oublie pourtant et qui est fortement important dans la vie de la carrière d'un salarié ou d'un agent, c'est les évaluations annuelles professionnelles qui se doivent obligatoirement d'être signées des 2 parties, c'est-à-dire le manager et puis le collaborateur. Donc on a des métiers qui sont fortement déjà équipés et puis on voit apparaître une catégorie qui n'existait pas précédemment et qui dit tous les documents nécessitant un engagement de notre organisation, qui apparaît aujourd'hui à hauteur de 20%, mais qui est en train de se développer fortement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça c'est intéressant parce que c'est une vraie évolution par rapport aux dernières années, on ne raisonne plus signature électronique par rapport à une typologie documentaire stricto sensu, on raisonne signature électronique par rapport à des processus d'engagement, des niveaux de portée. Une délibération dans le secteur public peut être signée à différents niveaux de portée, par une direction générale, par une direction générale des services, par un directeur ou une directrice. Et donc, on est en train de raisonner sur des niveaux d'engagement du document pour lesquels, effectivement, on va travailler en termes de choix de signature électronique. Et non plus une liste un peu à la Prévert, uniquement posée des typologies documentaires qui seraient concernées. Et puis, vous avez encore quelques irréductibles, puisque vous voyez à hauteur de 19% qui nous disent nous n'utilisons pas la signature électronique. C'est-à-dire qu'il y a encore des organisations qui n'ont pas fait ce choix, passé ce cap et aller vers un circuit complet d'instruction de visa et de validation, incluant effectivement la signature électronique. Sur la slide suivante, on va voir apparaître effectivement le corollaire de la signature électronique, notamment dans le secteur public, mais je laisserai Adrien en parler juste après moi, qui est celui du parapheur électronique, qui permet effectivement
d'assurer la traçabilité du circuit de visa, d'approbation, jusqu'à la signature électronique. Et donc, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus des organisations qui font ce choix de double équipement, celui du parapheur et celui de la signature. Rentrer uniquement par la signature peut être, dans certains cas, vécu comme un certain niveau d'insuffisance. Il peut y avoir besoin de renforcer le circuit en parallèle. Vous voyez que là aussi, il y a encore des démarches qui sont fortement en cours. 33% seulement répondent avoir déjà en place un parapheur électronique, et encore pour des fonctions spécifiques, ça vous est spécifié, les marchés notamment, la direction générale, les directions générales de façon globale. Et puis, il y a effectivement des prévisions encourageantes. Pour quasiment 10%, c'est prévu cette année. Pour quasiment 10% en cours, c'est en cours de mise en place. Et pour un peu moins de 3%, c'est en cours de généralisation. Donc, vous avez un volet globalement de 23% qui sont très actifs aujourd'hui dans les organisations autour du déploiement du parapheur, qui va venir renforcer les 33% qui sont déjà équipés. Et puis, vous avez encore 44% qui n'ont pas fait ce choix, soit parce qu'ils n'en expriment pas encore le besoin, soit parce qu'ils s'appuient souvent sur des circuits de workflow internes à leurs applications métiers qui permettent de faire circuler les documents jusqu'à la position de la signature. Et puis, dernier élément qu'on souhaitait partager avec vous sur le parapheur et qui apparaît sur la slide suivante, c'est celui des usages et des avantages que l'on recherche en s'équipant de ce double titre. Le succès évident, c'est celui le plus à droite, à plus de 80%, autour du délai raccourci pour faire signer plusieurs personnes. Donc, c'est bien un accélérateur non dans la formalisation de la prise de décision et de validation que l'on recherche à travers, on va dire, ce duo gagnant qui est le parapheur et la signature électronique, car c'est celui qui va raccourcir les délais de signature. Et quand on parle de raccourcir des délais, on ne parle pas en minutes, ni en heures, ni en demi-journée. On parle en jours. On parle en gagner 3 jours, gagner 4 jours, qui étaient souvent des jours d'attente parce que le parapheur physique, parce que la personne qui devait signer manuellement le document n'est pas présent, n'est pas disponible. Donc, on est bien sur un accélérateur fort qui, derrière, génère un gain d'efficacité, une réponse beaucoup plus adéquate aux besoins qui sont exprimés et donc aussi une source d'économie évidente. Et l'autre gain attendu, c'est bien celui de la traçabilité, c'est-à-dire qu'on renforce aussi l'efficacité du processus de signature en s'appuyant sur un parapheur, puisqu'on va pouvoir suivre, administrer les différentes étapes du circuit et permettre, dans certains cas, d'accélérer s'il s'avère qu'il peut y avoir un blocage ou une difficulté à certains niveaux du circuit du parapheur. Donc, on est bien dans un outil qui est mis au service tout simplement de l'efficacité des organisations au sein de toutes nos organisations. Voilà, très rapidement, cette entrée en matière et je vais laisser effectivement les autres intervenants largement revenir sur ces avantages et ces intérêts autour de la signature et du parapheur. Eh bien, merci Caroline pour cet éclairage chiffré sur les usages et l'équipement en signature électronique et l'usage du parapheur. Alors, je vais cesser la diffusion. Adrien, alors on va s'arrêter tout particulièrement sur l'usage de la signature dans le secteur public. Et là, je vais te donner la possibilité de diffuser. Mais peut-être auparavant, rappeler Vous voyez mon qui écran? est… Oui, oui, on le voit. Alors, par contre, est-ce que vous voyez la petite partie GoToWebinar? Non. Non, c'est bon? Bon, très bien. Je t'écoute, Eric. Ah non, mais je disais peut-être rappeler déjà représenter l'ex-persona pour ceux qui ne connaîtraient pas l'entreprise. Bien sûr, oui. Bah, alors, l'Ex-Persona, on est une entreprise basée à Troyes qui a 17 ans, qui a été fondée en 2005 et qui fait que de la signature électronique depuis 17 ans, donc de la signature, du cachetage et de l'horodatage électronique. Alors, on s'est dit aujourd'hui qu'on allait parler plutôt du secteur public. Évidemment, on adresse aussi le secteur privé, mais pour suivre Caroline sur la notion de parapheur, on se disait que c'était assez intéressant d'attaquer la question du secteur public. Le principal utilisateur dans le monde du secteur public, ça va être le ministère de la Culture, France TV, le CNRS, l'INRIA, la NSM, avec des projets souvent complexes, souvent qui demandent des développements spécifiques, qui sont parfois de grands projets.
et qui peuvent être à différentes échelles. Ça peut aller du ministère, en passant par une collectivité et des écoles, des universités. Pour garantir à ces organisations du secteur public, mais aussi du secteur privé, des solutions fiables et sécurisées, on s'appuie sur des certifications. Donc, on est certifié ISO 27001, on a une infrastructure de gestion de clés qui est qualifiée IDAS, on a le label de TEDOC, dont je parlerai après, on propose du service de redatage qualifié, puis à ce jour, on reste le seul éditeur de logiciels de signature électronique qui dispose d'une CSPN de l'ANSSI. On fait aussi partie des cercles comme l'ACN, la SNTC et le club PSCO auquel on participe. Mais toutes ces certifications ne sont pas juste des gages de qualité ou alors des éléments marketing. Ces certifications, elles servent pour la notion la plus importante, c'est qu'elles apportent une pérennité à la signature. C'est-à-dire que dans 10, 15, 20 ans, on va s'appuyer sur ces standards-là pour vérifier la validité de la signature. Et de la même manière que dans 10 ou 20 ans, si l'ex-persona est né dans du marché, ou si l'ex-persona n'existe plus, ou si l'ex-persona reste l'ex-persona, si voilà, les signatures qui auront été faites via l'ex-persona resteront valables grâce à ces certifications. On propose plusieurs solutions, mais c'est vrai qu'on s'appuie beaucoup maintenant sur notre dernière génération de parapheurs et d'API de signature électronique, qui s'appelle l'ex-persona Enterprise, pour signer et faire signer tout type de documents dans toutes les branches d'une entreprise ou d'une organisation. C'est une plateforme qui est une véritable boîte à outils qui permet de gérer des circuits complexes de signature et de gérer plusieurs utilisateurs et de signer des types de formats, des formats de signature différents et des types de documents différents. J'y reviendrai plus tard. Et puis on propose aussi le cachetage. Chez l'ex-persona, on différencie le cachetage de la signature électronique. Le cachetage électronique est, selon nous, plutôt destiné aux personnes morales. Et les enjeux du cachetage électronique sont plutôt liés à l'intégrité et l'authenticité des documents. Donc, on va être plutôt sur ce qui est produit par une organisation pour éviter qu'on falsifie ces documents-là. Ça va être de la copie fiable, du cachetage en masse, souvent du cachetage de bulletin de paie, par exemple, ou de la facturation, voire de l'auto-facturation, comme on le fait, par exemple, dans le cas des relais pick-up. L'ex-persona est co-auteur du standard de DDoC avec Tessie et Ariane Next, en collaboration avec la NTS, il y a plusieurs années de ça. Le standard de DDoC, c'est un standard dont on entend de plus en plus parler. On en parle un petit peu avec le Covid et puis surtout avec la nouvelle carte d'identité française qui est obligatoire en France depuis le 2 août 2021. Alors évidemment, elle n'est pas obligatoire pour tout le monde. C'est juste que les nouvelles cartes d'identité émises dans l'Union européenne doivent répondre à ce cahier des charges-là. C'est une carte qui répond aux besoins d'intégration de l'Union européenne, c'est-à-dire que la carte électronique, la carte d'identité française était un petit peu spécifique, elle était un peu originale. Le but aujourd'hui, c'est de la faire plus correspondre aux autres cartes d'identité européennes. Elle est plus sécurisée et elle dispose d'une puce électronique et d'un cachet de DDoC. Je voulais faire un point sur cette… en fait, on s'est dit en préparant ce webinaire que ça pourrait être intéressant pour vous qu'on aborde cette question de la carte d'identité. Alors, c'est assez rigolo parce que je fais partie des premiers Français à avoir eu cette carte d'identité au mois d'août dernier. Et pourquoi je l'ai eu? C'est parce qu'en fait, je me suis aperçu l'été dernier que depuis un an, quelqu'un s'amusait à arnaquer des personnes sur le bon coin parce que cette personne avait récupéré une photo de ma carte d'identité quelque part. Et donc, j'ai porté plainte l'année dernière, j'ai fait un changement de carte d'identité, mais ma carte d'identité précédente restait valable. Et puis, je me suis aperçu aussi hier que quelqu'un avait monté une entreprise à Marseille, une auto-entreprise à Marseille avec mon nom. Donc, avec juste une photo de mon ancienne carte d'identité qui n'est pourtant plus valable, puisque j'en ai refait une l'été passé. Et alors, avec ce cachet électronique visible, qui permet de vérifier le document une fois qu'il est imprimé, une fois qu'il est physique, ce qui n'est pas le cas des autres signatures électroniques, puisqu'une signature électronique, elle n'a de sens normalement que via des documents numériques. On n'imprime pas un document qui a été signé électroniquement, on ne sort pas de ce circuit numérique, mais avec le cachet électronique visible, on va pouvoir vérifier certaines informations sur la carte d'identité, mais aussi sur un diplôme ou sur d'autres documents dont on va essayer de vérifier s'ils sont intègres. De la même manière, si dans quelques années, tout le monde dispose de cette carte électronique, de cette carte d'identité,
avec le cachet de DDoC dessus. La personne qui enregistrera quelqu'un qui voudra monter une entreprise au nom de quelqu'un d'autre, ou avec une fausse carte d'identité ou une carte d'identité volée, pourra, lors de l'enregistrement, être vérifiée et on s'apercevra plus facilement que la carte d'identité est volée ou fausse ou falsifiée, etc. Donc, cette nouvelle carte d'identité répond plus facilement en fait, aux enjeux de sécurité. Elle va résoudre vraiment, va aider considérablement à lutter contre la fraude, puisque aujourd'hui, la fraude, c'est pas faire des faux papiers, mais c'est faire des vrais papiers avec des faux justificatifs. Ça aussi, le DDoC répond à ça plutôt bien. Et puis, évidemment, cette carte d'identité, via la puce électronique, répond à l'ère du tout numérique, ce qui permettra d'accélérer certains procédés, ou d'améliorer certains circuits, de faire des démarches en ligne, etc. Donc, pour revenir sur la question de la signature électronique via le parapheur ou d'autres choses, nous, on traite le sujet avec la signature électronique pour les élus et les agents, puis après, on verra la question de l'intégration et puis la question de la signature électronique pour les citoyens aussi. Alors, quel usage pour les élus et leurs délégataires, donc les personnes à qui on va déléguer une signature quand on est élu, bien souvent sont des agents. On va être dans la gestion courante des ressources humaines, hein, les contrats, les avenants, les lettres de mission, les nominations, les arrêtés du personnel, etc. Et les documents achats, finances, comptabilité, on va être plutôt dans des notions administratives. Et puis après, tout ce qui va être des flux spécifiques, parfois même avec des formats de signature spécifiques répondant à des besoins réglementaires spécifiques, comme les flux Helios ou les titres de mandat de dépenses et bordereaux récapitulatifs adressés aux comptables de la DGFiP. Il y a un cas d'usage assez intéressant qu'on avait traité l'année dernière, ou lors la dernière journée confiance numérique, on avait eu la chance d'avoir comme invité une personne du ministère de la Culture. Le ministère de la Culture qu'on a accompagné dans le cadre de son projet DEMAT ADS pour la dématérialisation des procédures d'urbanisme. Ce sont les actes, les avis et les arrêtés signés par les agents du ministère de la Culture. À quoi ça correspond? Typiquement, j'habite à côté d'une cathédrale, je veux repeindre mes volets, et je dois, pour ce faire, puisque je suis à côté d'un élément patrimonial important, je dois faire une demande auprès du ministère de la Culture pour voir si je peux repeindre mes volets. Donc, il y a une personne du ministère de la Culture qui va être chargée de vérifier la couleur, de vérifier si ça correspond, si c'est jouable ou pas, tout simplement. Et cette personne-là va signer un acte ou un avis en disant oui, non. Et moi, je vais pouvoir voir voir ce processus-là de manière dématérialisée. Et lui-même, l'agent en question, va pouvoir le faire depuis son téléphone portable, depuis son lieu de déplacement. Il le fait avec une signature de niveau qualifié IDAS. Et cette signature, pour faire cette signature, il utilise sa carte agent en tant que certificat qualifié. Donc tout ce procédé, tout ce changement qui s'appelle DEMAT ADS et la signature électronique qui est impliquée dans ce projet permet bien sûr des économies de temps, de papier, ça permet une réduction de la marge d'erreur et de litige. D'un autre côté, ça a été un challenge à plusieurs endroits. Il y avait la question de la gestion du SSO du ministère de la Culture, l'interfaçage avec l'eurodatage qui est celui-ci, qui est cette fois-ci du ministère de l'Intérieur, les questions d'archivage, de SMTP, connecter le serveur SMTP du ministère de la Culture, etc. Bon, il y a un anglicisme qu'on utilise beaucoup chez nous, c'est la question de scalabilité, et c'est particulièrement important quand on travaille avec des grandes organisations. C'est-à-dire que souvent, on fait appel à nous pour des questions de réponse à une contrainte réglementaire ou une contrainte typique comme le premier confinement où il fallait que les gens puissent signer, mais ils ne pouvaient pas sortir de chez eux. Donc, on a besoin de la signature électronique pour voilà, un type de document ou un flux spécifique. Comme l'a expliqué Caroline, maintenant, on ouvre tout ça. Et la particularité ou un des atouts de l'Expersona, c'est qu'on permet des solutions scalables assez facilement, c'est-à-dire qu'on intègre pour un besoin particulier à la base, et puis finalement, le passage à un usage global se fait assez facilement. Pour les citoyens et les usagers, alors, pour les administrés, ça va être tout simplement tous les actes pour lesquels je vais avoir besoin de signer et de signer quelque chose pour l'État. Je suis père de famille, je n'ai pas forcément le temps d'aller à l'école, d'aller à la bibliothèque ou à la mairie pour signer des documents, l'inscription au collège et au lycée, à la bibliothèque, à la piscine, etc. Là, l'usage de la signature électronique et l'interfaçage via France Connect, dont je vais vous parler juste après,
peut-être un avantage fort et puis une création de liens plus fluides entre les administrés et l'administration. Ça va être aussi les demandes d'urbanisme, comme on l'a vu, et les demandes voilà, d'accordement au réseau d'eau, de mensualisation pour les paiements, etc. France Connect. Alors c'est vrai que l'Ex-Persona, via l'Ex-Persona Enterprise, propose plutôt aux organisations du secteur public, parce que ça s'y prête bien, mais on propose aussi au secteur privé un connecteur avec France Connect qui permet à l'utilisateur final, au signataire final, à la personne à qui on va faire signer quelque chose, de s'identifier via France Connect. Donc, cette personne va pouvoir signer tout type de documents. Ça va être des plans, des inscriptions à la cantine, ou voilà, tout type de documents, tout type de demandes. Pour ce faire, elle clique sur le bouton France Connect. Je rappelle, France Connect, j'ai vérifié ce matin, c'est presque bientôt 38 millions d'utilisateurs. Pour ceux qui se demandent, vous savez, c'est quand vous allez payer vos impôts, vous allez chez Amélie, etc. En fait, c'est un agrégateur d'identité numérique. Je clique sur France Connect. En fait, j'utilisais mon compte Amélie ou alors mon compte des impôts. Personnellement, c'est le compte des impôts. D'autres, c'est le compte Amélie. Ce qui permet aussi une limitation des données personnelles partagées, puisque typiquement, je ne sais pas, la mairie de Vaux-en-Velin, par exemple, qui va demander à son administré de signer l'inscription à la cantine de ses enfants, va utiliser l'outil L'Ex-Persona, qui lui-même va déléguer l'identification de l'utilisateur à France Connect. Et par exemple, une personne qui va signer en utilisant France Connect va peut-être utiliser son compte Amélie, admettons, et ce compte Amélie, L'Ex-Persona va récupérer simplement les informations dont elle a besoin pour valider la signature, en quelque sorte. Typiquement, avec le compte Amélie, si vous vous identifiez via le compte Amélie, vous n'allez pas fournir à L'Ex-Persona votre numéro de sécu. Voilà, donc tout ça pour dire que l'identification via France Connect, ça permet un parcours utilisateur et un sentiment de confiance amélioré, parce que c'est France Connect, on a quand même une confiance assez forte. Et puis c'est très rapide à utiliser, il n'y a pas besoin de se créer un compte. C'est pareil, la mairie de Vaux-en-Velin, moi je ne sais pas si elle a dans ses équipes un bon informaticien qui va faire attention à la gestion des données personnelles, qui va faire attention aux cyberattaques, etc. Là, si France Connect, on peut peut-être faire confiance à France Connect, j'imagine. Il y a cette notion de souveraineté numérique qui est assez importante chez L'Ex-Persona. On est une entreprise française basée à Troyes, qui est détenue par 2 Français. Nos data centers sont en France. Nous sommes propriétaires de nos baies que nous gérons nous-mêmes. Ce qui permet de respecter d'abord le RGPD, de ne pas être soumis au Cloud Act. Et puis, on propose des solutions de manière hybride et parfois même on-premise, c'est-à-dire que la solution va être totalement hébergée chez le client, ce qui permet une souveraineté numérique totale du client sur la gestion de ses données, des données qu'elle utilise pour faire signer ou pour signer. Sur la variété, la question de l'intégration est un peu plus velue, si j'ose dire. Et je vais essayer d'aller assez vite, mais c'est vrai qu'on conseille, chez L'Ex-Persona, on conseille aux personnes qui cherchent à intégrer la signature électronique et qui commencent à réfléchir au projet, à s'intéresser au format de signature, puisque c'est important selon nous d'utiliser un outil qui permette de signer tous les formats, avec tous les formats, parce que notamment dans le secteur public, on utilise souvent le XML. Il y a la gestion de ce qu'on appelle les flux XML. Et puis, on peut avoir besoin de signer en CADES, même l'administré peut avoir besoin de signer au format CADES, par exemple, quand il s'agit de plans de construction. La notion d'identification et d'authentification, on peut faire pas mal de choses. Il y a les OTP mail, les OTP SMS, il y a la question de France Connect, la possibilité d'utiliser un compte Google, voire même des comptes comme Facebook, LinkedIn, pour des besoins beaucoup plus héroïstes et moins axés sur la sécurité, mais qui vont permettre quand même de fournir une signature simple. Et puis tout ce qui va respecter le protocole, tous les fournisseurs d'identité qui vont respecter le protocole OpenID Connect. Et puis l'installation, comme je disais, on a des plateformes SaaS, des plateformes on-premise, enfin, on a des solutions on-premise, et puis on a des options hybrides pour les besoins de souveraineté, sans besoin d'héberger totalement la solution chez soi. Le connecteur Vitam est un élément intéressant, c'est le programme d'archivage interministériel de l'État français.
Et c'est vrai que l'ex-persona fait partie des entreprises qui ont un connecteur avec le programme Vitam. Pour conclure, je voulais revenir sur quelques cas d'usage. D'abord, l'Université Paris-Saclay, pour donner un petit peu de concret à tout ça. Avec l'Université Paris-Saclay, on propose la signature des contrats doctorants. Donc là, on est sur une gestion multisignataire et multivalidateur avec différents niveaux de signature. Je suis un doctorant, je construis mon dossier parce que je veux qu'on accepte que je sois doctorant. Je vais faire une demande à l'administration. L'administration va passer par un secrétariat qui va passer ensuite un autre bureau, un autre bureau, un autre bureau, jusqu'à ce que ce soit signé ou validé par le président de l'université ou la présidente de l'université dans ce cas-là. Et puis ensuite, ça redescend pour des raisons administratives. Et enfin, le futur doctorant, c'est s'il peut être doctorant ou si son contrat est reconduit, etc. ou s'ils sont pour ce faire, on a dû procéder à créer un connecteur avec le service ADUM, qui est le portail administratif des doctorants. Et comme j'expliquais, c'est évidemment des circuits complexes. Là, on est sur un allègement total des processus. On évite de perdre des documents, on évite les erreurs humaines. Et on gagne énormément de temps. Et pour le doctorant, c'est pas mal parce que ça permet un suivi en direct. Il peut voir où en est son parapheur, où en est sa demande. Et puis pour l'administration, ça permet un travail plus collaboratif. Par exemple, telle personne est absente de telle semaine à telle semaine, je vais pouvoir faire valider le document par telle personne avant de le faire signer par une autre, etc. L'INRIA et le CNRS, c'était dans le cadre du premier confinement. Il fallait faire signer des contrats RH et on ne pouvait pas parce qu'il fallait que les gens restent chez eux. Donc on a procédé à une intégration très rapide de ce projet avec voilà, les contraintes réglementaires et puis les besoins de souveraineté inhérents au CNRS, et puis les besoins aussi logistiques, parce qu'ils ont une gestion un peu multipolaire. Donc ce que je disais sur le déploiement décentralisé, l'adaptation à une organisation complexe. Et encore une fois, un projet scalable, hein, aujourd'hui, il peut être utilisé, et il a sans doute pour projet d'être utilisé maintenant pour d'autres typologies documentaires. Voilà, donc je vais laisser la parole à Richard de Capost, Richard Lamy. Juste, voilà, je peux aller assez vite sur la question de la signature électronique dans le secteur public, mais j'aurais pu revenir sur les niveaux de signature, sur la question du RGS, tout ça. Ça, c'est des questions assez importantes quand on attaque la signature électronique et qu'on travaille dans le secteur public. Tout simplement, ce que je pourrais dire, c'est qu'en dessous de la signature qualifiée, ce qui va être important, c'est dans le cadre des litiges, c'est ce que va aborder Richard, c'est la question des fichiers de preuve. C'est important d'avoir un fournisseur qui peut garantir l'accès aux fichiers de preuve de manière rapide. C'est le cas avec l'ex-persona Enterprise. En 2 clics, on récupère le fichier de preuve, que ce soit une signature simple ou avancée. Et que ce fichier de preuve soit facile à lire, conséquent, et puis évidemment rigoureux. Voilà. Ça se pose moins pour la question de la signature qualifiée. Si ce petit passage vous a intéressé, sachez que le 24 mai, on fait un webinaire l'ex-persona qui aura un peu plus de consistance, mais qui va recouper un peu ces questions de signature électronique, encore une fois, juste destinées au secteur public. On publiera pour ce faire, enfin en même temps, je veux dire, un livre blanc destiné au secteur public. Donc on a publié il y a eu quelques semaines un livre blanc assez généraliste. Et puis, dans quelques jours, va sortir un livre blanc vraiment orienté secteur public. Donc, je vous donne rendez-vous le 24 mai. Je vais mettre après le lien dans le chat vers l'inscription au webinaire. Puis, je vous remercie. Je laisse la parole à Richard. Bonne journée. Merci Adrien pour ce tour d'horizon de la signature électronique dans le secteur public. Alors Richard, maintenant on va regarder la signature, on va s'intéresser à la signature électronique, mais par le prisme donc des 3 principaux litiges constatés et qui sont liés à la signature électronique. Et je te donne la possibilité. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Pour l'instant, non. En tout cas, moi je le vois pas. Moi je le vois en tout cas. Ah, bon bah alors si Fabien le voit, c'est que c'est moi qui ai un problème. Très bien. Donc, merci Adrien. Alors, parler de litige, ça ne fait pas rêver.
on ne va pas forcément parler de litige, on va se servir du prisme des litiges pour comprendre pourquoi on fait telle ou telle chose dans la signature. Voilà, c'était un peu l'approche qui a été choisie. Alors, on parle beaucoup de confiance, confiance numérique, c'est un grand terme aujourd'hui. En fait, si on parle de confiance, c'est parce que tout le monde n'est pas honnête. Si tout le monde était honnête, on n'aurait pas besoin de parler de confiance numérique. La personne dirait « je m'appelle Richard Lamy », on lui ferait confiance, ce serait très simple. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, enfin, ça n'a jamais été le cas d'ailleurs. Donc, quand on parle de confiance, que ce soit numérique ou physique, on en revient toujours au triptyque de la confiance, qui est la garantie de l'identité, la garantie de la donnée et la garantie du temps. C'est le triptyque fondamental et toute la signature électronique tourne autour de ce triptyque. Si on se rappelle la signature manuscrite, on avait bien ces trois éléments, puisque je signais mon document en bas à droite avec mon petit paraphe illisible, ma petite signature, pardon, illisible, qui représentait d'une part mon consentement et d'autre part permettait de m'authentifier, de prouver que c'est moi qui ai signé. Ensuite, on avait l'horodatage, puisque souvent dans les courriers, dans les contrats, ah, ça a disparu, pardon. Vous avez toujours mon écran, hein? Ah oui, on l'a toujours. Bon, c'était juste moi. On avait bien la mention fait à Paris le 4 mars 2022, donc on avait bien l'horodatage de l'acte, de l'accord. Et ensuite, pour l'intégrité du contenu, eh bien, on signait généralement en 2 exemplaires, ce qui permettait de faire que si un des co-signataires contestait le contenu, l'autre avait une preuve de ce qui a été signé. Dans la signature électronique, on a les mêmes besoins, le même triptyque, et donc les litiges portent grosso modo sur les mêmes choses. Ce qui revient le plus, ce qui reviendra le plus, c'est ce n'est pas moi qui ai signé, ce n'est pas ce que j'ai signé, ce n'est pas ce contenu-là, et ce n'est pas à cette date que j'ai signé. La date peut être très importante, notamment dans des contrats de résiliation d'assurance ou des choses comme ça. Et toutes ces garanties d'identité, de données et de temps doivent en plus perdurer dans le temps, comme le disait Caroline, et on va en reparler par la suite. Alors, au cœur de la signature électronique, il y a le certificat, c'est le petit inconnu, méconnu, le certificat électronique, qui est un élément essentiel de la signature électronique. C'est un petit fichier infalsifiable qui permet de garantir l'identité, la donnée et parfois également le temps, sachant qu'il apporte plus ou moins de preuves pour chacun de ces thèmes. Vous savez qu'il y a différentes typologies de certificats. On connaît tous les certificats qui sont sur un token USB pour faire la signature locale. Il y a de plus en plus les certificats hébergés, donc qui ne sont plus délivrés dans un support USB, mais qui sont hébergés chez le prestataire qui a délivré le certificat, qui est plutôt utilisé pour la signature à distance. Les contraintes sont les mêmes. Et ensuite, comme le disait Adrien, on a des certificats qui peuvent être qualifiés au sens du RGS ou au sens du règlement EDAS, même si de plus en plus, enfin pour la plupart maintenant, c'est qualifié selon les 2 référentiels. Tout ça pour dire que tous les certificats n'apportent pas les mêmes niveaux de garantie. Alors, on va commencer par l'identité. L'identité est un gros sujet. Moi, je parle souvent du challenge de l'identité, parce que l'identité est liée notamment à la difficulté de l'identification est liée au fait qu'il y a beaucoup de moyens différents, il y a beaucoup de niveaux différents, et si on rajoute en plus la notion d'internationalité et de temporalité, c'est-à-dire le fait que tous les moyens pour vérifier l'identité aujourd'hui seront complétés par d'autres demain et d'autres après-demain, tout ça fait que l'identification est un gros morceau. Le règlement EDAS définit 3 niveaux d'identification qui donnent une bonne référence. Je vais commencer par le dernier. Le niveau élevé, l'objectif du niveau élevé, c'est d'empêcher vraiment l'utilisation abusive ou l'altération de l'identité. Le niveau substantiel a pour objectif de réduire substantiellement le risque de fraude à l'identité. Donc le substantiellement, c'est un terme très générique, mais qui en fait est décrit dans les différents référentiels, qui permet de contrer les attaquants
équipé avec du matériel et des connaissances moyennes. Et ensuite, on a le niveau faible. Le niveau faible, c'est de réduire le risque de fraude. Et donc, le niveau faible, c'est tout ce qui n'est pas substantiel et élevé. Donc, on peut avoir du niveau faible très, très faible. Par exemple, une case à cocher, j'atteste que je suis bien moi. Ça fera rire le juge, mais c'est à peu près tout. Mais je peux avoir du niveau faible un peu plus conséquent, comme par exemple un parcours en ligne 100% automatique avec de l'intelligence artificielle qui vérifie la pièce d'identité, le porteur, etc., qui n'est pas de niveau substantiel s'il n'est pas certifié PVID, mais qui apporte un faisceau de preuves plus conséquent que la case à cocher. Donc ça, c'était pour la partie vérification d'identité. En complément, on a le contrôle exclusif du certificat. Alors ça, c'est important parce que quand le certificat est sur le token USB, sur un support USB, c'est assez simple de s'assurer que c'est l'utilisateur qui demande à utiliser ce certificat, puisque d'une part, il l'a dans la poche, et d'autre part, quand il l'insère, il doit saisir un code PIN à 4 chiffres, qui est un code que lui seul connaît normalement. Pour les certificats hébergés, donc l'utilisateur n'a pas son certificat dans la poche, puisqu'il est hébergé dans un environnement sécurisé chez le prestataire. Et donc, il est essentiel de pouvoir s'assurer que c'est bien l'utilisateur, le porteur de ce certificat, qui demande à utiliser son certificat et pas quelqu'un d'autre. Sinon, ça ne servait à rien de vérifier son identité fortement si derrière, n'importe qui pourrait utiliser son certificat. Voilà, j'espère que je suis à peu près clair. L'identité est un gros sujet. Donc, au sein de DocaPost, donc on a une gamme d'identification complète, puisque nous avons un moyen d'identification électronique de niveau substantiel. Bientôt, un parcours PVID certifié, on les attend tous. Des parcours automatiques, des certificats personnes physiques agissant pour le compte de personnes morales, des moyens d'authentification, les liens avec France Connect Plus, etc. Et on a agrégé toutes ces modalités, celles de DocaPost et celles externes à DocaPost, dans un seul service, qui est un service global d'identification qui s'appelle ID 360 et qui permet justement de couvrir l'ensemble des possibilités autour de l'identification. Alors ensuite, là, ça va aller très vite, hein, se prémunir des litiges sur le contenu. Donc, je conteste ce que j'ai signé. Là, je dirais c'est l'essence même de la signature. C'est la base de la signature. La signature a pour but de figer le contenu quelque part, de prendre une photo de ce qui est dans le document signé par un système de chiffrement asymétrique qui permet de calculer une empreinte à partir de la clé privée du signataire. Donc, mon certificat avec ma clé privée permet de calculer l'empreinte du document et quelque part de verrouiller le contenu, c'est-à-dire que si plus tard le document est modifié, eh bien ça cassera la signature. Donc pour le contenu, c'est assez simple, c'est le principe de la signature. Ensuite, on a l'horodatage. Alors l'horodatage, quand on parle d'horodatage, nous on parle de deux notions. La première, c'est la garantie du temps. Donc c'est important d'horodater la signature, c'est toujours le fait à Paris le 5 mai 2022. Il faut horodater la signature et cet horodatage peut avoir également différentes valeurs, différents niveaux de garantie. Ça peut être simplement l'heure du serveur du prestataire qui peut être contesté. Donc c'est ensuite au prestataire de prouver que son heure est synchronisée et conforme et qu'elle ne peut pas être modifiée. Ou bien il peut être qualifié, l'horodatage qualifié. Donc c'est un des 5 services de confiance de EDAS V1. Et quand l'horodatage est qualifié, il est présumé fiable, pas faible, fiable. C'est important quand on inverse deux lettres. Il est présumé fiable, c'est-à-dire que d'une part, je garantis une heure précise et exacte, mais en plus, je garantis que cette heure est indiscutable, puisque c'est moi, prestataire d'horodatage qualifié, qui le délivre. La deuxième notion, c'est la garantie dans le temps. Donc là, on parle vraiment de la temporalité, c'est-à-dire que le certificat a une durée de vie,
Et les litiges peuvent porter bien au-delà de la durée de vie du certificat. Donc, il faut garantir l'ensemble des preuves dans le temps par, je crois que on va en parler ensuite, l'intervenant suivant, il me semble, on va garantir tous les éléments au-delà de la durée de vie du certificat. Pour revenir sur ce que disait Adrien, le dossier de preuve est très, très important, puisqu'on peut faire les choses très bien, mais il faut le prouver. Donc, en cas de litige, pour la signature qualifiée, c'est entre guillemets un peu moins important, puisque c'est au contestataire de prouver ce qu'il conteste. C'est l'inversion de la charge de la preuve. La signature qualifiée valant signature manuscrite, juridiquement, si je conteste une signature, eh bien, il faut que moi j'apporte les preuves. Si je dis c'est pas moi qui ai signé, c'est à moi de prouver que c'est pas moi qui ai signé. Ce qui est beaucoup plus difficile et ce qui coûte moins cher au service qui a demandé la signature. Par contre, pour tous les autres niveaux de signature, et les autres niveaux de signature sont importants, puisque comme le disait Caroline, il y a la signature qualifiée qui est très utile, mais la signature avancée et la signature simple sont majoritaires et ont une très grande utilité pour la plupart des signatures à effectuer. Pour tous ces autres niveaux de signature, c'est à l'émetteur du document et à son prestataire de signature électronique d'apporter tous les éléments de preuve sur ce qui est contesté. Donc, la complétude et la qualité du dossier de preuve sont essentielles. Les preuves concernent l'identité, la donnée, le temps, évidemment. Mais ça concerne également toutes les preuves, tous les événements, toute la traçabilité des événements du parcours de signature dans son intégralité, puisque la sécurité d'un service se résume à son maillon le plus faible. Je peux avoir tous les plus hauts niveaux de sécurité de partout. Si au final, ma salle serveur est ouverte et non sécurisée, ma sécurité ne vaut rien. Voilà, je dessinais le trait volontairement. Donc, le rôle du prestataire de signature électronique est important. D'abord, pour accompagner à choisir le niveau de signature. Là, c'est un peu comme les vitesses sur la route. Hein. On met 130 sur les autoroutes parce qu'il y a moins de risques. On met 30 devant une école ou 20, je ne sais plus, quand on passe devant une école parce qu'il y a beaucoup de risques. Mais on ne peut pas mettre toutes les routes à 130 et on ne peut pas mettre toutes les routes à 20 km/h. Donc, pour la signature, c'est la même chose. Et le prestataire de signature a pour rôle d'accompagner en fonction de votre contexte métier, en fonction de votre contexte normatif. Si vous avez des lois qui vous imposent un niveau de signature, c'est plus simple à éclaircir, et en fonction du niveau de risque. On va le voir juste après, un arbre de décision. Ensuite, pour mettre en œuvre le niveau de signature, il faut que ce soit adapté à vos usages, à votre parcours existant. Donc, il y a l'expérience utilisateur qui est très importante, le coût et le risque associé à l'acte de signature. Le prestataire de signature électronique joue un rôle vraiment important dans l'accompagnement et la décision parce qu'il connaît votre métier. Donc, DocaPost dispose de toutes les solutions d'identification, de l'horodatage qualifié, de tous les niveaux de signature et tous les niveaux de certificat. Et notre rôle, ce n'est pas de vous pousser ce qui nous arrange nous, c'est de pousser ce qui correspond à votre usage. L'arbre décisionnel, très illustratif. Hein. Normalement, pour choisir une signature, la première question, c'est est-ce que mon activité est soumise à une réglementation? Si oui, il y a cette question qui fait toujours rire, est-ce que je me conforme à la loi? Nous, prestataires de signature électronique, nous ne pouvons pas imposer à nos clients de respecter la loi. Chaque client décide s'il souhaite respecter la loi ou pas. On peut choisir, une entreprise peut choisir de ne pas respecter la loi, considérant que l'amende sera moins chère que le coût de la volumétrie de signature, par exemple. Si mon activité n'est pas soumise à une réglementation, alors je dois me demander est-ce que mon activité a une forte valeur? Si le contrat si ce que je dois faire signer, c'est pour décider que le mail sera en bleu ou en rouge, il n'y a pas une grande valeur.
Du coup, derrière, la question qui se pose, c'est y a-t-il de gros risques de litige? Je peux avoir, il y a des secteurs d'activité qui sont plus propices à litige que d'autres. Et si j'ai beaucoup de litiges, même si je n'ai pas une grande valeur dans ce que je fais signer, j'ai peut-être intérêt à renforcer le niveau de signature pour avoir moins de frais de discussion et de règlement de litige. Voilà un peu l'arbre décisionnel simplifié. Donc, pour finir avec le rôle du prestataire, ensuite, je vais laisser la main. Donc, le prestataire électronique doit avoir une gamme complète, un service de signature électronique fluide et fiable, qui doit être associé à des certificats électroniques, évidemment, et délivré selon des modalités de vérification d'identité à distance. On retrouve un peu le triptyque. Donc, DocaPost est le seul prestataire en France à disposer des 5 services qualifiés de confiance, plus le MIE qualifié, l'identité numérique La Poste. La confiance est dans notre ADN. Et donc, pour rappel, voilà, on a mis les différents niveaux de signature, simple, avancé, qualifié. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, simplement pour préciser le niveau avancé. Adrien a commencé à en parler. Le niveau avancé peut être réalisé avec différents niveaux de certificats qui apportent, eux, plus ou moins de garantie. Donc, on peut avoir de la signature avancée selon 3 ou 4 niveaux. Donc, on peut vraiment régler en fonction de son métier, de son usage et de ses risques. Et j'ai terminé, Eric. Eh ben, c'est noté. Merci, merci Richard. Bah, alors maintenant qu'on a vu les mécanismes hein, qui entrent en jeu lors de l'utilisation de la signature électronique, on va voir maintenant avec Hervé Streff de Xeliance comment vérifier justement la validité d'une signature électronique et comment conserver le dossier de preuve. Alors Hervé te permet d'afficher, je te donne la possibilité de le faire. Voilà, je pense que tu as la possibilité. Je vous partage. Est-ce que vous voyez l'écran? Voilà, c'est bon. Il y a marqué journée confiance numérique. Ah, donc effectivement, alors comme d'habitude. On a un double écran par contre. On voit. Oh là là, comment ça marche le truc? Oui, c'est pas simple. Je pense que tu peux mettre en diaporama ton. Non, je suis en diaporama déjà. Ah. Je vais arrêter le partage là. Bon, si tu veux, tu me l'envoies et je. Et là, ça fonctionne? Là, on voit un double écran, hein, Richard. Alors aidez-moi, comment on fait pour avoir le double écran sur le. Alors moi, oui, on voit 2 écrans, oui. On voit 2 écrans. Alors je pense que tu as la possibilité. en diaporama. J'essaie d'arrêter le diaporama. Là, vous voyez toujours 2 écrans. Toujours 2 écrans. Oui, toujours les deux. Écoute, je ne sais pas dans ton outil comment on fait pour supprimer les 2 écrans. Alors, ce que je te propose, c'est que tu m'envoies les slides et je les diffuse comme ça par mail. Non, non, ça va être long parce que j'ai des animations dessus, ça va être compliqué. Ah. Une seconde. Bon, vous voyez quand même le deuxième écran ou... Ah, on voit. Ah bah là, ça y est, on voit, mais. Très bien. Voilà. Ouais. Très bien, ok. Bon, désolé pour le cafouillage. Donc, effectivement, je vais clore sur une dernière intervention qui va être beaucoup plus focus sur la partie archivage, hein, qui arrive traditionnellement toujours en dernier. Je sais pas combien de temps j'ai, Eric, à peu près. Un quart d'heure. Un petit quart d'heure. On va déborder. Hein, je suis désolé pour les autres, mais comme on a démarré un petit peu en retard tout à l'heure, ben voilà. Voilà. Ok, alors, comme on parle du sujet de la signature électronique, on est toujours sur des sujets éminemment complexes. Donc, je vais essayer de faire un petit exercice de vulgarisation. J'aime bien commencer pour rappeler ce qu'on faisait par le passé, enfin, ce qu'on fait toujours en manière papier et voir justement les ruptures qu'il y a avec la partie numérique. Un parcours, en fait, on parle depuis le début de l'intervention de parcours de consentement. Donc, typiquement, on a 4 grandes étapes majeures qui traitent de l'identité numérique. On en a parlé beaucoup auparavant. La signature en elle-même. Je vais faire un focus maintenant sur tout ce qui
contrôle d'un acte signé et la validation des signatures et qu'est-ce qu'on va faire ensuite en final en archivage. Donc, historiquement, l'identité destinataire, elle était simple, hein, comme on l'a dit, on est basé sur un titre papier qui est délivré par une autorité. Et en fait, on présume que ce titre papier n'a pas été falsifié et fiable. Donc en fait, personne ne se pose aucune des questions telles qu'on a pu Docapos a pu vous le présenter auparavant. On va signer de manière cursive sur un document. Donc c'est bien la personne qui signe avec sa petite main sur un document et on va de la carte d'identité. Donc en fait, ce qu'on appelle le contrôle d'un acte signé, dans la carte, on va d'abord vérifier que le nom et le prénom de la personne correspondent bien à celle de la carte d'identité. Et généralement, ça se limite à ça. On va pas beaucoup plus. On va aller un peu plus loin peut-être en vérifiant que la tête de la personne ressemble à peu près à celle qu'il y a sur la photo d'identité quand elle est lisible. Et on pourrait imaginer qu'on vérifie que la signature est vérifiée, alors qu'en réalité, personne ne vérifie que la griffe est conforme à ce qui est marqué sur la pièce d'identité dans les vrais faits. Donc en fait, on voit qu'on est sur des dispositifs assez peu robustes, mais qui ont quand même duré pendant des siècles et qui continuent à être opérés. Le document ensuite est versé en archivage et on considère qu'il intègre puisque l'intégrité d'un document physique est basée sur sa forme. Et en fait, l'archiviste n'a jamais opéré de contrôle d'identité au moment du versement en archivage, sachant que généralement ça peut arriver plusieurs consentement lui-même. Donc en fait, ça n'a jamais été de la proactive d'un service d'archives de vérifier en fait les identités ou les signatures. On appose des sceaux à la cire sur des documents papier. Par contre, ce qui est important, c'est de pouvoir préserver ces documents en cas de contentieux et de réaliser une science de l'archiviste qui est la diplomatique, en fait, qui est la science des actes authentiques, c'est-à-dire de pouvoir revenir en cas de doute sur le contexte du consentement et la vérification de l'authenticité du document. Cette partie diplomatique a un peu été oubliée à l'ère du numérique dans la partie archivage au profit des technologies. Mais on va le voir avec la dématérialisation des parcours de consentement, ça va revenir d'actualité de manière très significative. Donc sur un parcours de consentement numérique, on va retrouver les 4 mêmes étapes, sauf qu'on va plutôt parler de validation de signature, qui est un des services qui peut être qualifié dans le cadre du être donné par une autorité de certification, hein, comme Docapos, Lexpersona qui les ont présentés auparavant, et qui va émettre un certificat numérique. Donc là, c'est un fichier cryptographique mais qui n'a pas de photo d'identité dessus. Et il va en même temps proposer des trusted listes de révocation de certificats, soit des listes blanches de valides. Donc la signature va consister à non pas à opérer une griffe, quand bien même dans les expériences digitales, on fait signer une écriture cursive sur des tablettes, mais ce qui va être important, c'est produire des fichiers cryptographiques qui vont être les marques les références au certificat lui-même et les éléments et le fichier cryptographique et la signature qui va contenir l'empreinte du document et qui va permettre de pouvoir démontrer sa non-falsification dans le temps. Donc c'est bien différent d'un point de vue technologique, puisqu'il n'y a plus de forme physique, on va renforcer de manière considérable la sécurité pour pouvoir mettre ces éléments cryptographiques dans le document. Et c'est ça qui amène la complexité en fait de tout ce marché de la signature électronique. Alors la validation, qui est le sujet de l'intervention, va consister à non, pardon, je voulais d'abord dire qu'au moment de la signature, effectivement, il peut y avoir des vérifications de certificats. On en a parlé tout à l'heure sur des tokens physiques comme des clés USB ou des interrogations des trusted lists au moment de la signature. Donc, généralement, en fait, cette vérification de certificat est déjà réalisée au moment de la signature. Alors, on peut avoir besoin de quand même valider cette signature après l'acte de consentement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier que l'empreinte numérique qui est contenue dans l'objet cryptographique signature correspond à l'empreinte du document lui-même. On va également aller faire la même chose qu'on a fait pendant la signature. Donc, on va aller revérifier que le certificat n'a pas été révoqué au moment de la signature. Donc, on va utiliser la marque de temps pour pouvoir savoir à quel moment quelle était la période en fait de validité du certificat s'il n'a pas été
corrompus, par exemple, préalablement, de pouvoir vérifier ces éléments cryptographiques. On va vérifier aussi beaucoup d'autres choses qui sont les éléments de format et de respect des normes en fait qui sont utilisées. On a parlé de PADES, XADES, etc. tout à l'heure, de vérifier en fait que le format est conforme et pourra être lisible dans le temps. Alors ça, c'est extrêmement complexe techniquement. On sait que dans l'archivage, on doit vérifier des formats de type PDF, etc. Aller vérifier des formats de signature sont également des éléments complexes. Je dirais que c'est le service dans la chaîne de confiance avec de signature, on va en fait envoyer l'ensemble des éléments en archivage. Et ce qu'on fait historiquement dans l'archivage, c'est qu'on va vérifier en fait les empreintes numériques qui ont été versées via un bordereau de dépôt traditionnel. Dans le cadre d'un document signé, on peut aller rechercher les empreintes qui sont dans la signature pour aller opérer cette vérification d'empreintes numériques pour dépôt en archivage. Et ces éléments de calcul d'empreintes numériques vont se retrouver dans les éléments de journalisation chaînée conforme à 42013 qui permet quelque part de pouvoir se substituer de manière cryptographique à tous les éléments qui ont été réalisés par les services producteurs en amont. L'idée, c'est de pouvoir donner une confiance suffisante et de pouvoir maintenir en fait la sécurité cryptographique de ces journaux chaînés, quand bien même les systèmes producteurs en amont n'existent plus. Par exemple, on a une exigence dans EIDAS qui impose aux tiers de confiance, notamment aux tiers de signature, de pouvoir gérer en fait la robustesse cryptographique de leurs éléments de signature. Typiquement, si l'empreinte a été calculée par exemple en SHA-256, on doit pouvoir les passer en SHA-512. Donc ça impose quoi? Ça impose que pendant toutes les durées de conservation en fait des documents, on va devoir faire des enrichissements permanents des documents et des signatures composées pour pouvoir à chaque fois réaliser la maintenance cryptographique. On voit les coûts et la complexité que ça peut amener si on doit faire des conservations sur des décennies voire des siècles. Il y a une autre école pour gérer en fait cette maintenance cryptographique et l'intégrité, c'est de dire que en fait on archive un document dans l'état de l'art technologique qui a été réalisé au moment du consentement, et c'est le travail du système d'archivage électronique d'upgrader ces mécanismes cryptographiques et notamment de journaux chaînés pour pouvoir prévenir des attaques éventuelles. Mais du coup, on reporte la responsabilité en fait de cette maintenance cryptographique sur le système d'archivage qui du coup reprend une valeur beaucoup plus importante sur la partie pérennité. Donc la validation de la signature, elle n'est pas, je dirais, obligatoire hein, dans les dispositifs, mais elle peut, notamment quand en fait on est dans des parcours où je dirais l'opérateur maîtrise toute la chaîne, c'est-à-dire que c'est lui qui maîtrise ses prestataires pour produire les certificats, maîtrise la signature, etc. Donc il n'y a pas forcément de raison de vérifier des certificats au moment de la signature et juste après de revalider la signature. Ça n'a pas forcément de sens. Ça a du sens par contre quand un acte est consenti par deux parties différentes qui disposent de leurs propres autorités. Et comment savoir si l'autorité de la partie adverse est conforme à l'état de l'art? Auquel cas, c'est vrai que c'est intéressant, je dirais, après le parcours de consentement, de refaire un dispositif de validation de signature pour vérifier qu'effectivement tous les processus techniques de signature et de production de certificats ont été conformes dans la chaîne. Voilà. Alors, on dit également que le service de validation de signature doit être, je dirais, une option des services d'archivage. Moi, je suis pas forcément d'accord avec cette approche-là parce que l'archivage peut arriver dans des durées très longues après les parcours de consentement, et c'est pas dit que dans 10 ans, on sera encore capable d'interopérer en fait des consultations de trusted list ou des choses un peu élaborées en termes de format, de normes de signature, notamment quand on n'est pas dans des niveaux qualifiés. Je dirais qu'on est dans des niveaux qualifiés, on peut dire qu'il y a une forme de gage de pérennité. Les tiers de confiance doivent aussi déposer assurer en fait leurs éléments de preuve. Donc en fait, on doit avoir une forme de pérennité. Mais pour tout ce qui est niveau inférieur, en fait, c'est pas garanti. Et en fait, on sait que 90% du marché de la signature n'est pas sur du qualifié actuellement. Donc en fait, c'est important de pouvoir faire du record management et pas de l'archivage, c'est-à-dire collecter ces éléments de preuve au plus tôt et au moment de la signature et pas attendre le moment de l'archivage pour pouvoir réaliser ces vérifications. Alors, quand on est dans des dispositifs où l'archivage est fait directement après les parcours de consentement, effectivement, on peut dire c'est une prestation du tiers archiveur plutôt que du tiers de signature de le faire. Ça, c'est plutôt des modalités contractuelles. Voilà. Mais se reposer sur dire, voilà, je suis capable dans 10 ans de refaire un process de validation de signature,
j'ai des doutes. Et qu'est-ce que vous allez faire si en fait votre service va vous dire que maintenant le document n'est pas conforme? Vous n'allez pas aller revoir la personne, 10 ans après, ça se trouve, elle n'existe plus pour lui faire re-signer. Ce ne sera pas possible. Donc, ça va poser des problèmes de gestion d'anomalies assez complexes. Donc, ma préconisation, c'est vraiment de réaliser ce service de validation de signature quand ils doivent être faits très tôt dans le processus. Je vais rejoindre sur la dernière slide ce qu'a dit l'expert Sonnet sur l'importance des attestations. Effectivement, on voit que sur chaque maillon de la chaîne de signature, en fait, on peut produire des attestations, donc des attestations de production de certificats, des attestations liées à la production de la signature, voire des éléments de KYC associés ou de validation de code OTP, par exemple. Et on peut avoir les attestations de signature quand ça a été opéré. Donc, c'est très important de pouvoir aider ces éléments d'attestation qui sont plutôt propriétaires, mais au moins de pouvoir les collecter et les archiver dans un dossier de preuve de telle manière à pouvoir faire justement cette science qui est la diptyque, c'est-à-dire qu'en cas de contentieux, pouvoir revenir sur tout le contexte en fait du parcours de consentement de telle manière à pouvoir démontrer en fait cette conformité. On pourrait aller même plus loin en imaginant de verser des éléments de preuve directement dans des éléments de journalisation ou dans des blockchains par exemple. Donc c'est un sujet qui est assez mal adressé parce qu'en fait chaque opérateur a des formats plutôt propriétaires. Effectivement, ils les fournissent, ils produisent des API qui permettent de récupérer des attestations facilement, mais c'est difficilement intelligible. Et ce qu'on voit actuellement, c'est qu'il peut y avoir des parcours parfaitement conformes en fait, qui vont être repoussés en cas de contentieux parce qu'en fait, les magistrats ne sont pas capables de voir que, ben oui, par exemple, l'expert Sonnet ou Docapos atteste en son nom propre, de manière intelligible, que le certificat était conforme à telle date. Donc, il y a un vrai travail à faire. Actuellement, avec la Fédération nationale de tiers de confiance, on va créer un groupe de travail qui va viser à créer un référentiel qui permet non pas de surqualifier chaque composant du parcours, mais de définir que la chaîne, dans son global, est homogène. C'est-à-dire que les niveaux se correspondent, on est des niveaux de sécurité homogènes, et dans un second temps, pouvoir travailler sur les éléments d'interopérabilité des éléments de preuve, voir leur intelligibilité, c'est-à-dire pourquoi pas pouvoir produire des attestations à la demande depuis des fichiers techniques qui soient intelligibles pour des magistrats ou des juristes qui ne sont pas forcément des experts techniques. Voilà. Donc voilà Eric, je pense que j'ai pas trop dépassé. Ah bah pas du tout, non, mais merci Voilà. pour ces éclairages, très intéressants. Alors, on va malheureusement devoir enchaîner. Si vous avez des questions, on les gardera et on y répondra certainement par mail, on vous les fera suivre. Je suis désolé. Donc, merci Hervé, merci Adrien, merci Caroline et merci Richard d'avoir participé à cette session. Fabien, je te laisse. Alors, au revoir à tous, parce que vous apparaissez on vous dit au revoir alors quand même. Bonne journée à tous les trois. Bonne journée. Et Merci pour votre attention. Bon courage Fabien et Eric pour le marathon. Merci. Ça marche, merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt.